tout d'abord, je tenais quand même à vous remercier d'être venus si nombreux à cette première journée. Ça fait toujours plaisir. Comme disait Thomas, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Et quand je vois un amphi rempli comme ça me fait vraiment plaisir. Nous assistons actuellement donc, à une montée en flèche du nombre de maisons de santé. Donc celles-ci sont construites grâce aux aides de l'ARS, mais aussi de la région Poitou-Charentes et des collectivités territoriales, ne les oublions pas. Elles doivent répondre à des besoins spécifiques de la population via un projet de santé. Elles sont décrites comme l'outil de médecine générale capable de lutter contre la désertification médicale, le burn-out des médecins et permettre de nouveaux modes de rémunération. Qu'en est-il vraiment? Ça sera le sujet de notre première séance plénière. Juste avant d'aborder le sujet, j'aimerais juste vous présenter tous mes intervenants qui ont fait l'honneur de nous accompagner pendant 7h30. Donc Mathieu Ruby, que je remercie d'être ici, qui est médecin généraliste installé à Vouneuil-sur-Vienne. Actuellement, il est en train de monter sa maison de santé. Il va nous apporter son expérience sur cette aventure. Pascal Chauvet, merci d'être venu. Vous êtes infirmier diplômé d'État, président du réseau Relance et nouvellement président de la Fédération régionale des maisons et pôles de santé du Poitou-Charentes. Vous allez nous aider à comprendre les nouveaux modes de rémunération ainsi que la création des maisons de santé. Et Dr Bouge, responsable de la direction de l'offre de soins à l'ARS, vous nous éclairerez sur la démographie médicale, les déserts médicaux ainsi que les points de vue de l'État. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste faire une petite mise au point sur les maisons de santé, parce que c'est un thème que tout le monde connaît, mais au final, tout le monde connaît vaguement et ne sait pas exactement ce qu'est une maison de santé. En tout cas, moi, personnellement, je connaissais le mot maison de santé, mais je ne connaissais pas sa définition il y a encore 6 mois. Hop, c'est pas le bon. Hop. Voilà, petite introduction, désolé. Donc, la nation a pour mission, d'après le préambule de la Constitution de 1946, de veiller à la protection de la santé des citoyens qui ont le droit à des soins de proximité, de qualité, quels que soient leurs revenus, leur lieu d'habitation et leur niveau d'information. Le rapport de Jean-Marc Juillard, paru en 2008, montre qu'il n'y a jamais eu autant de médecins. Pourtant, les disparités entre les régions deviennent trop importantes pour assurer un accès à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. On est un peu moins bien lotis ici que dans les Alpes-Maritimes, étonnamment. Cette situation s'aggravera dans les années à venir pour plusieurs raisons. La médecine générale est perçue comme un exercice particulièrement contraignant. Le modèle libéral d'exercice ne s'impose plus comme une évidence. Les jeunes médecins libéraux optent souvent pour l'exercice regroupé et les médecins ne choisissent pas toujours d'exercer à temps plein. Pour pallier à ce déficit, plusieurs éléments ont été initiés sans réel succès. Actions sur numerus clausus, aide financière aux étudiants souhaitant effectuer leur stage de médecine générale dans une zone sous-médicalisée, création de mécanismes incitatifs dans les zones sous-médicalisées. Ce rapport s'est conclu par la nécessité d'aider et de développer les maisons de santé. Depuis ce rapport, plus de 400 maisons de santé ont été créées. Ces maisons de santé, qu'est-ce que c'est au final la définition de maison de santé? C'est tout simplement une maison qui réunit différents professionnels de santé, dont au moins un médecin, et ayant tous en commun un projet de santé. Ce projet de santé correspond à l'obligation de la continuité des soins, correspond à la coordination interne et accès aux soins, système d'information, mais aussi l'intégration à des réseaux, l'engagement dans la formation des étudiants. Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était vraiment de tout ça, qu'est-ce qui motive les médecins à construire une maison de santé. Celle-ci présente-t-elle vraiment des avantages pour le professionnel, pour l'usager? Pourquoi l'État s'engage-t-il dans un milieu libéral? Et surtout, pourquoi celles-ci sont une solution à la désertification? Super. Pour cette... désolé. Ça va marcher. Voilà. Première partie de notre atelier, ça sera le pourquoi. Pourquoi créer une maison de santé? Et je vais poser ma première question à Mathieu Ruby, de savoir pourquoi vous avez souhaité créer votre maison de santé. Est-ce que vous étiez malheureux avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Et voilà. Attends. C'est bon. Bonjour. Merci d'une part de m'avoir invité pour partager cette réflexion sur les maisons de santé. Donc je suis installé depuis presque 7 ans sur le secteur de Vouneuil-sur-Vienne, à Vouneuil-sur-Vienne même, pour essayer de résumer de façon concise. Et on ne fait pas partie des secteurs les plus défavorisés de la Vienne en termes de démographie médicale.
tout cas jusqu'en 2012. Et non, je n'étais pas spécialement malheureux sur mon lieu de travail. Au contraire, j'ai la chance de travailler avec d'emblée, au départ en tout cas, 3 autres confrères et maintenant un autre depuis quelques temps, la personne de Xavier Lemercier, qui est un des chefs de clinique du département de médecine générale. La réflexion, ça a été la suivante, c'est-à-dire qu'il y a maintenant 3-4 ans, a commencé à se poser la question du départ en retraite de 2 de mes plus anciens confrères. Et ma crainte, et donc ce n'est pas de la tristesse, mais ma crainte, ça a été de savoir comment, qui allait pouvoir venir travailler avec nous et dans quelles conditions. C'était l'occasion rêvée de réfléchir à nouveau à comment on pouvait travailler et d'optimiser en effet l'offre de soins et la coordination entre les différents professionnels, tout simplement. On a réfléchi à tout ça entre confrères, sous l'impulsion aussi de M. Arnaud, notre Dr Arnaud, le président du Conseil de l'Ordre, qui nous a incité d'aller dans le sens de la création d'une maison de santé. Et après réflexion commune, c'est le choix qui a été fait. Alors en effet, l'intérêt premier, même si évidemment l'objectif est évidemment d'offrir une prise en charge optimale pour nos patients, mais c'était un intérêt très très égoïste. C'était soit on arrive à proposer une activité à des futurs confrères qui leur conviennent, qui les intéressent, et du coup ils décidaient de venir travailler avec nous, et notre structure continuait à vivre, soit on passait de 4 et demi médecins à 2, et on savait très bien que c'était un rythme de travail qui n'était pas tenable. Et le cabinet existant depuis 1975, je trouvais un petit peu dommage que cette histoire se termine comme ça. Alors, il a été décidé, avant tout dans un objectif donc, de démographie médicale, de créer cette maison de santé. Parfait, merci. On parle bien sûr de démographie médicale dans ces maisons de santé. Et vous nous avez parlé un peu du bénéfice pour vous en tant que médecin généraliste de cette maison de santé. J'aimerais savoir, d'un point de vue de l'ARS, quels sont les avantages d'une maison de santé pour la population spécifiquement? Alors pour la population, c'est évident que c'est l'affichage d'une lisibilité de l'offre de soins à une période où la démographie médicale étant largement, enfin ces problèmes en tout cas étant largement relayés par la presse, la population, les usagers peuvent parfois perdre un peu le fil de l'accès aux soins pour des raisons géographiques, pour des raisons sociales, voilà, et aussi pour des raisons démographiques. Donc le premier avantage à nos yeux, c'est qu'en s'appuyant sur une structuration de l'offre de soins de premier recours en territoire donnée par les maisons de santé, enfin, en tout cas d'une manière générale par les regroupements de professionnels de santé, on a le sentiment qu'on va afficher une organisation des soins, une porte d'entrée dans le premier recours plus rationnelle, plus adaptée, et qui surtout, pas seulement en direction du public, mais aussi en direction des professionnels, a toutes les chances de répondre aux attentes des uns et des autres. Donc ça, c'est le premier élément. Mais au-delà, si les maisons de santé intéressent l'État, c'est aussi parce que la loi Hôpital Patient Santé Territoire, elle s'est intéressée aux maisons de santé. L'expression maison et pôle de santé, c'est quand même près de 60 occurrences dans le texte de loi. Il n'y a pas beaucoup d'éléments comme ça qui reviennent au gré des articles de cette loi. Donc ça montre quand même que la représentation nationale a pris la mesure, certainement, de la nécessaire évolution du système de santé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le système de santé, et notamment l'offre de premier recours, a vécu. Elle existe, elle est quand même très performante malgré tout. Simplement, elle est sous tension. Et elle est en train de prendre certainement un nouveau virage, parce que les professionnels, parce que c'est d'abord avec eux qu'on l'a fait, parce que les professionnels ont décidé de ce virage aussi. Ce n'est pas la représentation nationale qui a décidé de regrouper les médecins. Ce sont les professionnels qui nous ont montré, et ça fait quand même très longtemps que le concept de maison de santé existe, c'est eux qui nous ont montré que c'était ce vers quoi ils allaient. Et puis ensuite, derrière, bien entendu, les jeunes générations
vous-même, et vous êtes ici pour le prouver, se sont tout de suite intéressés et ont vu la plus-value que ça pourrait ajouter à leur exercice professionnel, à leur vie professionnelle. Voilà pour... Merci. Justement, en parlant de plus-value, il y a une notion qui revient assez fréquemment dans les maisons de santé, qui est la notion de coordination des soins. On en entend beaucoup parler, avec un temps de coordination des soins pour chaque professionnel de santé, qu'il soit médecin, infirmier, kinésithérapeute. Cette notion, elle est, j'aimerais bien que, si possible, Pascal Chauvet, vous puissiez nous la détailler un petit peu plus. Qu'est-ce que ça change dans la pratique de tous les jours et à quoi ça peut bien servir? Prenez l'autre. Oui, cette notion de coordination des soins, elle est essentielle et c'est le cœur d'une maison de santé ou d'un pôle de santé. Peut-être en préambule, distinguer ce qu'est une maison de santé et ce qu'est un pôle de santé. C'est peut-être pas clair dans l'idée de chacun. La différence, elle est sur l'immobilier, la partie immobilière. La maison de santé, c'est des murs communs. Le pôle de santé, c'est des professionnels qui exercent chacun dans leur cabinet, mais qui, au travers d'un projet de santé, ont décidé de se fédérer en pôle de santé. La différence, c'est donc les murs. Bon, effectivement, c'est une plus-value d'être dans des murs communs parce qu'on se voit, on se côtoie et les échanges sont plus faciles. Donc, coordination des soins, je dirais aussi coordination des acteurs, car plus les acteurs vont pouvoir se coordonner, mieux la coordination des soins se fera derrière. Cette coordination des soins, aujourd'hui, nous permet de rentrer dans un champ nouveau, qui est le champ de la prévention, d'éducation à la santé, au travers de nouveaux modes de rémunération qu'on évoquera plus tard. Et cette coordination des soins et des acteurs permet une prise en charge globale de la personne, qui pour nous est essentielle, et non pas être chacun dans notre activité, je dirais de façon en mode silo, c'est-à-dire le prescripteur qui va agir de son côté, l'exécutant qui va être le paramédical, sans aucune communication entre les acteurs. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on a tous pris conscience qu'il fallait avoir un exercice pluriprofessionnel et ainsi pouvoir répondre aux besoins de l'usager. Donc, la coordination des soins, le mot coordination apparaît très souvent et c'est le premier élément d'un projet de santé, c'est que les acteurs se coordonnent, effectivement. Très bien, merci. Juste une dernière question pour Dr Bouge de l'ARS. Depuis tout à l'heure, on parle donc des maisons de santé. On a l'impression que c'est un monde un peu vague et un peu complet. Quand je parlais tout à l'heure du projet de santé, il correspond à pas mal de choses. L'obligation de continuité des soins, la coordination interne, l'accès aux soins, les systèmes d'information, l'engagement dans l'information des étudiants. Est-ce qu'il existe un label maison de santé? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'il existe? Et si oui, à quoi pourrait-il correspondre? Alors oui, il existe, mais je reviens à la première partie de votre question, et puis je détaillerai pourquoi ça existe. Le projet de santé, c'est quand même l'élément fondamental, et nous, on veut être très pragmatique quand même à l'agence régionale. Le projet de santé, c'est d'abord des professionnels qui ont décidé d'avoir un regard pluriel sur leur quotidien professionnel. Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, aux professionnels de s'en emparer, de le faire vivre. Et il n'y a pas un projet de santé qui ressemble à un autre, bien sûr, parce que le projet de santé, c'est le projet de santé de ce territoire, en direction de ses patients, de leurs patients, et porté par ces professionnels. Donc forcément, il y a autant de projets de santé que de professionnels de santé qui ont décidé de travailler ensemble pour tout ou partie de leur journée ou de leur semaine professionnelle. Donc ça, c'est quand même le premier mouvement, celui vers lequel on essaie, nous, à l'agence et avec les délégations territoriales, d'accompagner les professionnels. Et il nous intéresse, et là je reviens sur ce que disait Pascal Chauvet tout à l'heure, d'autant plus que la notion de projet de santé, elle va pouvoir ouvrir vers les maisons comme vers les pôles, et les pôles seront d'autant plus intéressants que, à mon sens, ils respectent l'arrivée de ces nouvelles structures que sont les maisons ou centres de santé, pourquoi pas, mais elles respectent aussi l'existant, et ça c'est quand même très important, elles respectent les cabinets existants, même lorsque les médecins sont en exercice isolé. Aujourd'hui, c'est quand même sur eux que porte l'extraordinaire productivité de l'offre de soins de premier recours, donc il est très important de faire évoluer cette offre de soins avec eux, et non pas à côté d'eux. Voilà. Alors oui, la labellisation, elle existe, elle s'exprime très concrètement par l'existence d'un comité de sélection régional annuel, auquel certains sont membres présents ici.
Elle labellise tout simplement les projets de santé en devenir, mais aussi dorénavant les structures existantes en fonctionnement qui ont pu être portées par des institutions comme le Conseil régional par exemple. Donc je pense à la structure de Pascal Chauvet à Aulnay, qui est un pôle de santé qui n'a pas été soumis au comité de sélection parce que ils l'ont démarré bien avant l'existence du comité de sélection régional, mais qui fera l'objet d'une labellisation, je dirais même quasi automatique pour des tas de raisons, au sein de ce comité de sélection régional, qui est quand même un organe de gouvernance et de démocratie sanitaire en région très intéressant, puisque tous les grands acteurs, conseil régional, conseil généraux, ordre URPS, ARS, sont présents lors de ce comité de sélection. La fédération des maisons de santé et donc la fédération des réseaux des maisons de santé y est présente aussi. C'est quand même l'occasion d'avoir un regard technique et étendu, un panorama sur le panorama des maisons de santé existantes et en devenir. Donc c'est vraiment un organe qui prend la température annuelle de cette idée de regroupement et de recomposition de l'offre. Très bien, merci. On va aborder la deuxième partie de cette séance, la deuxième partie qui concerne les aides et les obstacles à la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Première question, plutôt pour Mathieu Ruby, c'est peut-être aussi un peu Pascal Chauvet, c'est comment vous avez travaillé avec les institutions pour créer votre maison de santé. On sait que c'est un gros budget, le département l'a dit tout à l'heure, plus de 4 millions d'euros pour 168 praticiens. C'est un gros budget. Est-ce que vous avez travaillé, avec qui vous avez travaillé? Comment vous les avez rencontrés? Quelles sont les aides logistiques, matérielles, mais aussi les aides à la création? Et est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Donc, comme je disais tout à l'heure, que je travaille dans une commune, la commune de Vouneuil-sur-Vienne, qui est une commune peu riche. Et ma première démarche, soutenue en effet par M. Arnaud, le président du Conseil de l'Ordre, c'était d'aller voir le maire de ma commune, M. Barque, pour lui expliquer la situation. Parce que, très simplement, nous sommes des libéraux et nous étions actuellement propriétaires, nous sommes encore actuellement propriétaires de notre cabinet médical, de nos murs, mais la jonction entre le départ de mes anciens à venir et la création de cette maison de santé, évidemment, financièrement, ne pouvait pas être assumée par nous deux restants, nous deux, voire trois, vu le projet. Donc on a décidé d'impliquer en effet les pouvoirs publics pour nous aider dans cette démarche. Pour l'anecdote, c'est assez intéressant de le rappeler, quand je suis allé voir le maire de mon village pour lui expliquer qu'on avait besoin de lui dessous pour monter ce projet-là, et que je lui expliquais quel était le projet de santé, justement, à savoir d'un côté le problème de démographie médicale, c'est ce qui l'a plus surpris, et d'un autre, je n'ai pas eu le temps encore d'aborder, c'était l'universitarisation de notre profession avec l'accueil des étudiants chez nous. Il a été très surpris, surtout parce que lui, il avait la chance d'avoir dans son village un cabinet de 4 médecins depuis de nombreuses années, et il ne s'attendait pas à ce qu'on passe de 4 à 2 ou 3, voire moins, et à notre démarche. Bon, une fois qu'il avait pris conscience de ça et qu'il a accepté cet état de fait, il a pris le projet à bras-le-corps. Et là, notre démarche, ça a été d'aller voir, dans un premier temps, évidemment, l'ARS pour leur expliquer notre projet de santé et le faire approuver, d'aller voir le département, d'aller voir la région et la communauté d'agglo de notre secteur. Et toutes ces structures de pouvoir public ont approuvé notre projet et ont décidé de le soutenir. Voilà de façon très résumée et rapidement comment ça s'est déroulé. Merci. Pas d'obstacle? Non, pas d'obstacle. Je crois qu'à partir du moment où, en effet, la démarche, elle est volontaire, elle vient des professionnels de santé, qu'elle est claire et qu'elle va dans le sens, en effet, d'une amélioration de la prise en charge de nos patients avec une meilleure, en effet, coordination des soins et en même temps une optimisation de l'enseignement de la médecine générale. Je crois qu'il n'y avait pas de souci particulier à ce niveau-là. Super, merci. Tout à l'heure, on a parlé des
on a parlé du temps de coordination, je réinsiste dessus. Pascal a introduit cette notion de nouveau mode de rémunération. J'aimerais bien qu'on puisse revenir dessus parce que c'est quand même un des éléments d'une maison de santé. Et c'est vrai que passer du temps à coordonner, c'est aussi, enfin, à un moment, il faut aussi pouvoir rentabiliser ça et le financer. Oui, effectivement, les temps de coordination nécessaires à une meilleure prise en charge. Aujourd'hui, dans les nomenclatures de chacun, que ce soit vous médecins ou nous paramédicaux, rien n'est prévu. Donc effectivement, les nouveaux modes de rémunération permettent de financer ce temps de coordination. Alors concrètement, comment ça se passe? Aujourd'hui, les NMR, on va synthétiser ça sous le sigle NMR, bénéficient à 150 structures en France. Vous en avez 5 dans la région Poitou-Charentes. Et donc, ils ont répondu à un appel à projet, ils ont été accrédités pour bénéficier de ces fonds. En contrepartie, bien entendu, ils doivent répondre à des indicateurs, notamment, qu'ils vont choisir parmi une liste de 16 indicateurs et qui correspondent à des besoins de santé de leur territoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au minimum, il faut qu'ils répondent à 4 indicateurs. Après, il faut effectivement qu'ils se coordonnent entre acteurs. Et ce temps de coordination, ça passe par des réunions de concertation pluridisciplinaire, un peu à l'image de ce qui se fait en oncologie. Et donc, on se met autour d'une table avec les différents praticiens et on échange sur les dossiers patients, un peu comme des mini-staffs que vous avez au sein de l'hôpital. Ce temps, donc, on se le rémunère sur la base de rémunération qu'on va se fixer nous-mêmes au sein de chaque maison ou pôle de santé accrédité NMR. La dotation est en fonction de la constitution de l'équipe, du nombre de patients pris en charge. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte pour donner cette somme d'argent, qui est donnée. L'expérimentation devait durer jusqu'en fin 2012 et elle a été étendue jusqu'à fin 2013 de façon à ce que l'évaluation soit probante. Car la volonté de la DSS, qui pilote ce projet, qui est la Direction de la Sécurité sociale, si je ne me trompe, souhaite pérenniser ces nouveaux modes de rémunération et le pérenniser sur une enveloppe ONDAM, sur l'ONDAM, je crois, et donc et sortir du champ expérimental. Et donc à l'orée 2014, il est prévu, alors ça passe par le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2013, ça va être proposé là cette année, pour cette pérennisation à l'orée 2014. Et là, ces nouveaux modes de rémunération seront distribués d'une manière différente, à savoir que ce sera en fonction de la maturité du projet qu'on va octroyer une somme d'argent. En résumé, vous aurez un étagement, il y aura à peu près 6 niveaux, je pense, et en fonction du niveau de maturation du projet, on va allouer une somme d'argent. Et ainsi, on va sensibiliser les équipes à aller à un degré supérieur au niveau de la coordination, de l'équipement système d'information, dans la structuration de l'équipe, etc., de façon à toucher des fonds supérieurs. Donc il y aura une incitation à aller plus loin. Et voilà ce qui se profile pour les équipes à l'avenir. Et pour finir donc, on a aujourd'hui plein d'équipes qui sont dans les starting blocks, notamment se fédérer sous forme de pôle de santé, qui se constituent en association, on verra peut-être après sur quel mode juridique, et pour pouvoir prétendre à ces nouveaux modes de rémunération en 2014 lorsqu'ils seront pérennisés. Et là, du coup, on aura une véritable, à notre avis, au niveau de la Fédération nationale, une véritable explosion des pôles, voire des maisons de santé. Peut-être, ouais, justement, tu peux peut-être nous donner un petit mot sur ce nouveau mode d'exercice fiscal qui s'appelle donc les CISA, qui est un peu... qui devait fonctionner, enfin qui devait être lancé il y a peu de temps, mais qui a été retardé. Juste peut-être quelques mots dessus. C'est vrai que peut-être pour les plus jeunes, la plupart des cabinets de médecine fonctionnent en SCM, société civile, qui permet une rémunération d'acte, mais pas la rémunération de ce nouveau mode de rémunération. Donc le CISA avait été créé pour ça. Oui. Disons que c'est Bercy qui s'est rendu compte que des professionnels de santé ne pouvaient percevoir à la fois des paiements à l'acte et des dotations type NMR. Donc il y avait un vide là juridique et donc ils se sont creusé la tête pour trouver une nouvelle entité juridique. Ils ont donc trouvé les CISA. Alors les CISA, c'est les sociétés interprofessionnelles en soins ambulatoires. Donc du coup, on est sous le régime des sociétés. On aura obligation de se constituer en CISA pour les sites qui ont bénéficié des nouveaux modes de rémunération, pour le moment
au 31 décembre 2012. Maintenant, c'est sous réserve parce que ça devait être le 30 juin, ça a été repoussé donc au 31 décembre. Est-ce que d'ici là, il y a encore des questions d'ordre juridique qui restent à trancher? Voilà. Donc, effectivement, les équipes qui souhaiteront bénéficier des nouveaux modes de rémunération devront être constituées en société. Donc, du coup, les différents professionnels constituant l'équipe, au travers de SCM, de SCP, d'exercices en commun, etc., vont devoir se regrouper en société. Bon, c'est pas très compliqué, hein, on achète des parts, on peut même les acheter pour l'euro symbolique, mais effectivement, on devient actionnaire d'une société et qui regroupe l'ensemble des professionnels. Merci. Une question, Dr Bouge. Ces nouveaux modes de rémunération donc, qui vont quand même nous permettre de faire beaucoup de choses dans une maison de santé, est-ce qu'on peut croire à leur pérennisation? Est-ce que vous avez des... Je crois que Pascal Chauvet a déjà répondu. Hein, c'est que aujourd'hui on est sur le mode expérimental et il y a beaucoup de gens qui attendent à la porte. Hein, on a participé à une réunion où effectivement une grosse partie des 460 projets aujourd'hui, 460 maisons de santé ou pôles de santé existants étaient présents. Et il y avait très peu d'élus NMR bien sûr. Hein, 5 dans la région, ça vous donne une idée pour le reste de la France. Si le mode expérimental est aussi limité qu'il soit, a été souhaité par les instigateurs de ce dispositif, c'est pour une bonne raison, c'est justement pour aboutir à des résultats exploitables et que ça ne reste pas une expérimentation sans lendemain. Donc l'idée c'est une expérimentation dont on arrive rapidement dans ce langage administratif national, ça veut dire sous 3 ans donc. Rapidement, non mais c'est bien, hein, c'est franchement performant. Rapidement, ça veut dire sortir des résultats sur lesquels on pourra surfer pour basculer tout simplement dans le domaine conventionnel. Hein. Et c'est tout l'enjeu de ces nouveaux modes de rémunération. Alors, ce qui en sortira sera certainement un domaine moins étendu que ce que propose aujourd'hui l'expérimentation. On voit que côté éducation thérapeutique, c'est un module des NMR. On se prend un petit peu les pieds dans le tapis, je suis peut-être un peu sévère, mais hein, c'est vrai que c'est un peu difficile à lancer, la machine est difficile à lancer. Voilà, alors peut-être que ce qui basculera dans le domaine conventionnel, ce sera le meilleur de l'expérimentation, mais c'est déjà énorme. Donc, la pérennité, je crois que c'est même pas un sujet. C'est évident qu'on est en train d'empiler des couches de. Alors, pour une fois qu'on empile des couches de manière intéressante, on est en train d'empiler des couches d'alternatives de modes de rémunération. Il est évident aussi que le paiement à l'acte. Je pense qu'on n'en a pas du tout fait le tour de l'intelligence éventuelle du paiement à l'acte. Il y a trop de discours anti-paiement à l'acte qui vous empêchent de voir que le paiement à l'acte, il n'a pas donné tout ce qu'il peut donner. Hein. La consultation à coût variable en fonction de sa charge, c'est quelque chose qu'on n'a encore pas exploré en France. Le paiement à l'acte unifié pour toutes les disciplines, qu'elles soient de la médecine générale ou de la médecine spécialisée, c'est encore quelque chose de pas exploité. On a des tas de choses à faire avec le paiement à l'acte et ça restera certainement le socle de la rémunération des médecins. Mais à côté, d'autres rémunérations, la capitation pourquoi pas, même si aujourd'hui les mentalités ne sont pas prêtes contrairement à l'Angleterre. La forfaitisation, les NMR c'est une forme de forfaitisation, ce sont des choses qui vont arriver à bon escient et finalement relativement vite maintenant. Donc oui, la pérennisation elle y est dans un système de développement des alternatives au paiement à l'acte et d'amélioration aussi du paiement à l'acte. Voilà. Donc on est serein de ce point de vue-là. Très bien. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le paiement à l'acte, le paiement forfaitaire, paiement, ou même le salariat. C'est toujours un vaste débat, un peu compliqué. Peut-être la dernière partie, justement, on va faire un peu le point, c'est la limite des maisons de santé pluridisciplinaires. Avec ma première question dans ces limites, qui s'adresse un petit peu à tout le monde, c'est faut-il laisser les institutions publiques créer des maisons de santé? On a un exemple en Charente, où ça ne s'est pas forcément très bien passé. Est-ce que c'est les institutions publiques qui doivent, comme on a entendu parler récemment du Conseil national de l'ordre, qui souhaitait un petit peu décider où les internes allaient s'installer? Est-ce que dans cette même façon, est-ce que les institutions publiques vont nous créer des maisons de santé toutes prêtes et nous demander de venir ici? C'est à l'ARS de répondre. Un peu à tout le monde. Mais un peu à tout le monde aussi. Je pense que la réponse est non. Encore une fois, les maisons de santé, les pôles de santé, les centres de santé nous intéressent quand ce sont des projets portés par des professionnels. Alors, vous le savez même, c'est un biportage. Hein, c'est l'occasion de faire se rencontrer une communauté de professionnels sur un territoire et puis une communauté d'élus
qui, ensemble, évoluent vers l'idée qu'il faut consolider l'offre de soins. Alors j'espère, mais les signaux sont plutôt encourageants, hein, depuis 2-3 ans, ça a beaucoup changé, mais on n'est plus face à des communautés d'élus d'un côté qui ont juste envie de garder un cabinet de médecine. On ne voit quasiment plus cela. Les élus ont compris qu'ils devaient eux aussi se regrouper. Alors quand les élus se regroupent, ça veut dire qu'il y en a 2 qui n'auront plus de cabinet et le 3e qui, lui, aura la chance d'avoir la maison de santé. Il y en a encore quelques-uns qui ont un peu des difficultés avec ça, bien entendu, mais on n'a plus de difficultés. Les professionnels savent tout à fait porter la voix du regroupement, faire comprendre à leurs partenaires élus qu'ils ont intérêt à se regrouper sur des sites lisibles pour améliorer justement l'offre de soins. Et c'est quoi améliorer l'offre de soins? C'est pas la porter au plus près du patient. On n'est plus dans la logique de mettre un médecin derrière chaque Français. Ça fait bien longtemps qu'on ne met plus des gendarmes derrière chaque Français. Donc pourquoi des médecins? Par contre, améliorer la proximité des soins, c'est améliorer la proximité sociale des soins, mais c'est aussi tout simplement améliorer la continuité des soins. Quand vous êtes plusieurs, vous avez un cabinet attractif pour les remplaçants. Et avoir un cabinet attractif pour les remplaçants, c'est assurer la continuité des soins. C'est donc tout bénéfice pour les patients qui préféreront certainement faire du kilomètre de plus, mais être certains d'avoir une offre pérenne, solide, avec des professionnels qui ont la capacité de pouvoir suivre une formation médicale continue, qui ont la capacité à pouvoir échanger entre eux sous forme de staff pour discuter des cas complexes. Ça, c'est une offre qui s'est enrichie. Donc derrière la maison de santé, le regroupement de santé, de professionnels de santé, il y a surtout une palette d'interventions qui s'enrichit. Et ça, c'est tout bénéfice, évidemment, pour les professionnels de santé. Donc, il est évident que pour nous, cette notion de regroupement, elle va dans le bon sens. Elle sera toujours accompagnée par l'État. On n'est vraiment pas inquiet. Avec le changement de gouvernement, on a bien vu que la problématique maison de santé n'avait vécu aucun soubresaut particulier. Bien sûr. Question pour Dr Ruy. Première question quand même qui est importante, c'est comment vous voyez votre maison de santé dans 5 ans? Là, elle va bientôt être montée, mais dans 5 ans, c'est... Alors, dans 5 ans, ma vision, elle s'arrête pas du tout à 5 ans. C'est difficile de... Dans 10, 20, 30, 50 Pour faire un état des lieux rapide de la situation actuelle, on a de façon très, très matérielle et concrète des travaux qui commencent en début d'année prochaine. Le projet est finalisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, alors que justement nos travaux n'ont pas encore commencé, avec mes confrères, les plus anciens et les plus jeunes, on est en permanence en train d'essayer de réfléchir sur ce que l'on peut faire de plus, de différent, par rapport même au début du projet en lui-même. Donc c'est quelque chose qui vit de toute façon. Si je m'arrête à une vision à 5 ans ou même à 2 ans, je dirais que je la vois déjà très très bien, puisque l'objectif numéro 1, il est rempli, c'est-à-dire celui qui était à l'origine du projet, c'est-à-dire pérenniser une offre de soins. Sur les 2 anciens qui vont partir de mon cabinet, on a trouvé 2 successeurs, 2 femmes, 2 jeunes femmes, et ça c'était l'objectif numéro 1. Donc là c'est déjà en soi un succès. J'ose espérer que ça ne va pas s'arrêter là, et j'ai plein d'indicateurs qui me font penser le contraire. Je rebondis un peu sur ce qu'on vient de dire à l'instant, à savoir que même si notre projet au départ c'est celui d'une maison de santé et qu'on a fait le distinguo entre maison justement et pôle de santé, moi je suis quasiment persuadé que ce projet ne s'arrêtera pas à une notion de maison de santé sur le secteur de Vouneuil-sur-Vienne, et qu'on n'aura pas d'autre choix que d'évoluer vers une notion de travail en pôle de santé. À savoir que, certes, vouloir centraliser l'activité nationale et travailler en groupe, c'est extrêmement important, et nous tous, en particulier jeunes générations, on est ravis de travailler comme ça. Maintenant, il y a des contraintes qui font qu'on aura beau essayer de faire venir des malades de très loin sur un même lieu, ça sera évidemment impossible pour l'ensemble de tous les malades. Et essayer, en ayant centralisé l'activité symboliquement sur un lieu physique qui est celui de la maison de santé, en même temps de conserver une activité de médecine générale jusque dans les coins les plus reculés, ça me semble tout à fait possible, de façon plus confortable que ça l'était jusqu'à présent, à partir du moment où on a ce point.
et le système de la maison de santé qui centraliserait l'activité avec des intervenants qui, à partir de cette maison de santé, pourraient intervenir. Il y a plein d'idées possibles sur différents lieux, à différents moments, sur une organisation précise, sur un secteur beaucoup plus étendu. Elle me semble tout à fait envisageable et je ne vois pas de toute façon d'autres alternatives. Super. Pascal, oui. Oui, moi je vais plus relater l'expérience qu'on a depuis 5 ans, du coup. Je ne veux pas me projeter dans 5 ans parce que nous on l'a vécu, ça, on est passé par là. Donc c'est vrai qu'au départ du projet, on est parti sur une volonté d'élu. Aujourd'hui, Stéphane l'a bien décrit, on n'est plus vraiment sur ce champ-là, c'est vraiment entre les deux acteurs, publics et puis les professionnels. Et nous on est parti d'une volonté d'élu au départ, notamment de la région, qui est venu nous solliciter. Donc on est parti sur ce projet. Les professionnels n'ont pas forcément mordu, c'était pas dans l'air du temps à l'époque. Et donc on s'est plutôt fédéré autour du mot coordination des acteurs. Quand même, des professionnels ont souhaité se regrouper au niveau d'une maison. La maison a été construite. Mais cette maison ne concernait que 6 professionnels. Et en réalité, tous les autres qui avaient compris l'intérêt de se coordonner se sont fédérés au sein d'un pôle de santé. Donc on a la particularité d'avoir à la fois une maison de santé et un pôle de santé. Et dans ce pôle, il y a une vingtaine de professionnels. Donc ça s'est fait il y a environ 3 ans. Tu peux peut-être juste nous dire quand même, parce que Aulnay-de-Saintonge, donc c'est Aulnay-de-Saintonge qui est le plus grand canton, il me semble, de Charente-Maritime en superficie, oui. Et le moins peuplé. Et un des moins peuplés, mais surtout avec une grosse densité de personnes âgées. C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être juste nous dire en 2 mots tous les professionnels, les différents professionnels de santé qui travaillent au niveau de ce pôle, parce que c'est assez impressionnant. Donc là, on a donc 6 médecins, on a 3 infirmières, 2 kinés, 4 pharmaciens, un dentiste, orthophoniste, psychologue, diététicienne, ergothérapeute. La nouveauté là depuis 2 mois, c'est l'arrivée spontanée, et ça je tiens à le dire, du fait qu'on soit organisé de cette façon-là, l'arrivée spontanée d'un gériatre libéral. Alors il y en a très peu en France, il n'y en a que 50, donc on en a un chez nous. Voilà, yes. Une sage-femme et une infirmière qui viennent d'arriver, donc 3 nouveaux professionnels qui viennent d'arriver. Et tout ça parce que, effectivement, il y a une dynamique au sein de cette structure. Et donc, pour en revenir sur ce que peut apporter ce pôle de santé, donc depuis 3 ans, c'est que on a recruté une infirmière coordinatrice qui s'occupe de la coordination, enfin des cas complexes, et je vais un petit peu développer. Vous êtes médecin, vous avez une prise en charge médico-sociale ou sociale à organiser. C'est pas vraiment votre job, mais quand vous êtes seul, vous êtes obligé de l'assumer. Et bien là, du coup, il se tourne vers cette coordinatrice d'appui qui va gérer ces problèmes en lien avec les services médico-sociaux et sociaux. Elle va aussi s'occuper du management du pôle, avec organisation des staffs, etc. Donc, et puis, surtout, le dérogatoire, les prestations dérogatoires qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale. Et je pense notamment au soutien psy, à la dénutrition, donc la diététicienne, et à l'ergothérapie pour l'aménagement de l'habitat. Aujourd'hui, il y a 4 priorités au niveau national qui pourraient permettre d'éviter des hospitalisations. C'est la dénutrition, la prévention des chutes, le risque iatrogénique et puis l'aspect psychologique, souffrance psychique. Eh bien, au travers du financement des prestations dérogatoires, on peut contrecarrer tout cela. Donc c'est ça la nouveauté aujourd'hui. L'année dernière, on a délivré 400 heures de soutien psy au sein de la structure, payées par les nouveaux modes de rémunération, et c'est donc gratuit pour l'usager. Il en est de même pour la diététique et l'ergothérapie. Donc c'est ça la nouveauté. L'usager sur Aulnay aujourd'hui ne paye pas ses prestations. Super, merci. On parlait justement de tous ces professionnels de santé qui travaillent ensemble. Est-ce que peut-être soit Mathieu, soit Pascal me parlaient un petit peu du transfert de certaines compétences médicales aux paramédicaux? On parlait des infirmières, des diététiciennes, mais aussi des puéricultrices. Je pense, enfin, ça aussi, c'est dans l'évolution de la médecine générale. Peut-être. Je vais répondre et je vais faire en même temps une jonction un petit peu avec ce qui vient d'être dit juste avant, à savoir que pour prendre l'exemple de Vouneuil, ce qui prouve bien que chaque projet de maison de santé est vraiment spécifique à chaque localité et à ses besoins. Nous, physiquement, on se regroupe dans un même bâtiment, les médecins et nos infirmières, dans un premier temps en tout cas. On avait des contraintes de place et autres qui faisaient que de toute façon, c'est la première phase du projet. Il risque, et je l'espère, de s'étendre, mais c'est la première phase. Pour autant, on travaille quand même de façon coordonnée sur place dans le même village
de façon très rapprochée, puisque les différents cabinets sont extrêmement proches, avec notre kiné, le dentiste et la pharmacie qui est juste à côté de nos locaux. Tout ça pour dire qu'en effet, on n'a pas forcément besoin, ça rejoint encore une fois la notion de pôle plus que de maison, d'être physiquement tous sous le même toit pour travailler ensemble. La question c'était, pardon, le transfert de compétences. le transfert de compétences. Qui est un peu une nouveauté, qui va être plus facile à faire dans les oui, maisons de parce que santé, c'est pas vraiment une nouveauté. Pas de nouveauté, mais qui va être beaucoup plus facile. Si on prend l'exemple concret, j'en parlais avec M. Chauvet juste avant de l'intervention, par exemple des infirmières du réseau Azalée, que beaucoup de monde, je pense, connaissent puisque leur point de départ était régional. C'en est l'exemple typique concret. Alors, il y a d'autres, on n'est pas obligé de passer par ce type de service-là pour faire du transfert de compétences, mais c'en est la bonne représentation, c'est-à-dire sur l'éducation thérapeutique et la prévention. On peut optimiser la qualité de prise en charge tout en allégeant le travail du médecin, bien sûr, sans réellement d'ailleurs, et ça c'est un point important, créer une relation de subordination entre le médecin et l'équipe infirmier. On peut avoir ce transfert de compétences parce que il faut rappeler la nécessité de la notion de travail de groupe et la notion de travail pluriprofessionnel sans, à mon avis, c'est très important, retrouver la notion de subordination qu'on avait dans des structures de type hospitalière en particulier. Parce que ça, c'est un point important qui attire énormément les professionnels de santé. Merci. Petite question encore pour tout le monde. On va bientôt finir parce que je pense que vous avez tous après pas mal de questions à poser. Première question qui concerne quand même ce que je disais en introduction, c'est que ces maisons de santé, elles sont aussi là pour lutter contre le burn-out et le rapport général un petit peu des médecins d'un exercice libéral un peu isolé. Comment est-ce que vous voyez la maison de santé comme une solution contre le burn-out des médecins? On parle en général d'horaires d'ouverture entre 9h, 18h, 18h30. Ça a l'air assez attirant pour un jeune médecin généraliste, parce que nous, maintenant, on veut aussi privilégier notre projet de vie personnelle. Mais ça va poser plusieurs questions. Ça veut dire réduction du temps de travail, ça, je suis d'accord. Mais après, c'est quid de l'offre de soins en dehors des horaires ouverts, des horaires ouvrables, enfin des heures d'ouverture. Ça, c'est un peu l'ARS, un peu tout le monde. Je pense qu'il y aura des collègues des conseils de l'ordre là ici présents qui voudront aussi en parler. Donc il faut. Là, vous posez deux questions, celle de la continuité de l'offre de soins et celle de la permanence des soins. Alors la permanence des soins, elle commence quand les cabinets ferment. Et les horaires d'ouverture des cabinets, ils font quand même l'objet d'une amplitude horaire définie dans le code. Donc clairement c'est 8h, 20h et donc de 8h à 20h, une maison de santé, un cabinet isolé ou à plusieurs, il doit organiser la réponse. Il doit organiser la réponse. Alors, effectivement, est-ce que ça veut dire que tous les médecins d'une maison de santé ou d'un pôle doivent être présents de 8h à 20h? Bien évidemment non. Et justement parce qu'ils sont nombreux, ils vont pouvoir organiser la réponse. Là où des cabinets isolés avaient peut-être plus de mal, encore que, il ne faut pas croire, sur certains territoires en difficulté, les médecins trouvent vite les moyens de pouvoir s'organiser. Mais bon, quand vous n'êtes pas assez nombreux et qu'il y a une demande de soins pléthorique et qui chaque année augmente avec des médecins qui partent et donc une offre de soins qui augmente encore, il est difficile de s'entendre quand on n'est pas assez nombreux. La maison de santé pluriprofessionnelle, elle permet quand même d'organiser la rotation des différentes personnes. Et justement, la délégation de tâches, permettez-moi de préférer quand même l'expression délégation de tâches à transfert de compétences, qui est quand même un problème un peu insoluble, la transfert de compétences. La délégation de tâches, elle peut permettre justement de répondre en partie aux besoins de couverture de la continuité des soins de 8h à 20h au sein de ces maisons de santé. Après, les maisons de santé dans le système de la permanence des soins, ça peut être un plus. Dans notre région où la permanence des soins est particulièrement bien organisée, stable, la plus-value est moindre. Aujourd'hui, l'enjeu de la permanence des soins, au moment de la fermeture des cabinets, c'est plutôt
l'organisation qui se base sur des médecins qui sont de moins en moins nombreux et donc qui reviennent de plus en plus souvent d'astreinte. Voilà. Donc il faut travailler plutôt sur le bon usage de la permanence des soins avec les usagers, hein, c'est-à-dire qu'à 22 heures, on n'appelle pas le SAMU pour avoir un médecin pour un renouvellement d'ordonnance. Hein. Il faut plutôt travailler sur la sectorisation de la permanence des soins pour avoir toujours un nombre suffisant de médecins participants autour d'astreinte. Voilà. Les maisons médicales de garde sont aussi une réponse intéressante qui installe l'offre de soins. Les maisons médicales, les maisons de santé pluriprofessionnelles sont un élément qui peut y participer. Voilà. Ça ne va pas au-delà aujourd'hui. Super. Est-ce que Mathieu, tu voulais dire quelque chose sur ces horaires Non, alors sur les horaires, très concrètement, sur le burn-out, un petit peu, très concrètement, nous, encore une fois, on est déjà un cabinet médical existant de 5 médecins qui fonctionne depuis fort longtemps. On a des horaires classiques qui sont de mémoire 8h, 19h30 pour ce qui est du secrétariat téléphonique et grosso modo de notre présence. Ça fonctionne très bien comme ça. Évidemment, plus on sera nombreux à intervenir dans notre structure, plus il sera facile de se répartir les tâches et de déléguer. Mais il n'y a pas, je pense, grâce en effet à la régulation et à la permanence des soins qu'on a en tout cas dans la Vienne, nous, de réels gains supplémentaires qu'on pourra obtenir grâce à cette maison de santé. Moi, je ne veux pas déjà jouer les vieux machins, mais j'ai connu un tout petit peu la jonction entre avant la permanence des soins et la régulation et maintenant. Il y a déjà un gain de confort qui n'est pas négligeable. Donc, non, en revanche, nous, ce qu'on a prévu, ça peut paraître du détail, mais dans notre structure qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, c'était ne serait-ce qu'une pièce supplémentaire d'accueil pour des soins d'urgence dans nos heures d'ouverture à nous. Et rien que ça, c'est déjà important parce qu'actuellement, quand on avait un malade qui arrivait pour des soins d'urgence, on n'avait pas de quoi l'accueillir, on devait le faire patienter dans des endroits qui ne sont pas toujours très confortables et ça faisait perdre d'autant plus de temps pour lui et pour nous. Rien que cette pièce supplémentaire qui sera dédiée sera quand même un gros plus pour nous. En espérant qu'elle ne reste longtemps, s'il n'y a pas de nouveaux médecins qui arrivent encore. Ah, oui, mais ça c'est déjà prévu. Parfait. Juste une dernière question, après je vous laisse la parole pour ceux qui veulent poser des questions. J'ai un peu joué avocat du diable, forcément, comme d'habitude. L'ISNAR, il y a maintenant un peu plus d'1 an, a publié un rapport sur l'envie d'exercer des jeunes médecins généralistes et des jeunes internes, qui parlait des modes de rémunération. Il y a quand même 70 à 80% des internes qui ne sont pas à l'aise avec la tarification à l'acte, souhaiteraient un nouveau système de tarification, que ce soit un système de paiement forfaitaire ou un salariat. Alors pourquoi des jeunes médecins généralistes qui s'installeraient dans une maison de santé ne pourraient pas être des salariés faisant 48 heures par semaine, ayant une mission d'éducation, au final un peu comme des médecins hospitaliers, mais dans un local de médecins généralistes? Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Un médecin ça existe déjà, les médecins collaborateurs peuvent être salariés de confrères. Ça existe dans peu de... Enfin, il y a une maison là actuellement dans le Poitou-Charentes, je crois, où ça existe, une ou deux. Mais je parle vraiment de salariat à part de l'État, qu'on devienne... À ce moment-là, c'est un centre de santé. Exactement. Voilà. Et en Poitou-Charentes, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais il y a des régions où il y a beaucoup de centres de santé. Et d'ailleurs, notre fédération, c'est une fédération régionale des réseaux, maisons, pôles et autres dispositifs, dont les centres de santé. Mais il n'y en a pas en Poitou-Charentes. Donc on peut espérer prochainement être, nous, médecins généralistes, fonctionnaires aussi de l'État alors. Je ne sais pas si le fonctionnariat d'un médecin général est quelque chose d'envisagé par nos édiles. Je ne suis pas certain, mais bon, en même temps, je crois qu'il n'y a aucun tabou à envisager tous les modes d'exercice. Voilà. Aujourd'hui, on est plutôt quand même à la recherche du temps médical. Donc je ne suis pas certain qu'en passant sur le salariat, ce soit une bonne réponse. Mais ça peut libérer du temps. En tout cas, vous avez des exemples. Hein. La Ferté-Bernard est un exemple de centre de santé
traditionnellement, les centres de santé n'étaient pas vraiment des réponses aux soins de premier recours, tels qu'on l'entend aujourd'hui avec la notion de médecin traitant, d'accord, avec les cabinets ou les maisons de santé. La Ferté-Bernard explore ce nouveau champ avec un centre de santé qui salarie, alors c'est pas l'État qui salarie, mais c'est la mairie en l'occurrence qui a créé. Maintenant, avec la loi Hôpital Patient Santé et Territoire, un centre de santé peut être créé par une association, une mairie ou un établissement de santé. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Les médecins sont salariés dans ce centre de santé et doivent faire donc une certaine quantité d'actes, évidemment, pour que le modèle économique puisse permettre de faire survivre ce centre de santé. Jusqu'à présent, les centres de santé n'avaient pas un modèle économique très performant. Voilà. Donc, il faut voir si ça fonctionne. Voilà. C'est pas du salariat, c'est pas du fonctionnariat de médecine générale, mais c'est de la médecine générale salariée. Aujourd'hui, la médecine générale salariée, elle existe dans notre région. C'est 36% des médecins généralistes qui sont salariés. Mais du coup, ils font pas de la médecine de premier recours. Ils sont l'établissement français du sang, dans les EHPAD. Voilà. Exactement. Très bien. Je pense que malgré tout, même si ça paraît pas encore forcément d'actualité pour beaucoup de monde, ça sera forcément une piste à explorer. Il y a que justement, on vient de le dire à l'instant, à regarder les chiffres de motivation de mode de rémunération des jeunes internes qui sortent de leur internat de médecine générale. Je crois que le pourcentage de ceux qui choisissent le salariat est quand même non négligeable parce qu'il est bien au-delà de celui du libéral. Donc si on veut pouvoir leur donner un minimum envie de venir travailler avec nous, ça sera évidemment une piste à explorer de façon active. Et certes, beaucoup de nos anciens médecins sont encore très accrochés à leur système de paiement à l'acte. Honnêtement, je n'ai pas d'avis très très partagé là-dessus, mais je pense que l'arrivée des NMR dans la possibilité de rémunération des médecins par rapport à l'ensemble des tâches qui leur sont demandées est évidemment une excellente chose, puisque à tout travail supplémentaire, une rémunération doit être appliquée, mais elle crée aussi une complexité dans ce système de rémunération qui n'est pas négligeable. Nous, évidemment, dans notre future maison de santé, on sera ravis de pouvoir bénéficier des NMR. Je suis très très inquiet quant à la complexité de la mise en place de système. C'est pour ça, évidemment, qu'il y avait une phase expérimentale. Je pense que ça nécessitera une simplification. Est-ce qu'une simplification n'irait pas, peut-être pas jusqu'à tendre vers un système de salariat, mais sur un forfait beaucoup plus global? C'est peut-être espéré, j'en sais rien. Merci. Merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont des questions? Ouais, on va donner un micro. Hop. Peut-être docteur devant. Il y en a 3. Parfait. Oui. Ah, il faut appuyer sur le petit bouton qui soit rouge. C'est bon. Oui, je voudrais savoir en quoi ce qui nous a été présenté apporte une réponse au problème de la démographie médicale. On sait pertinemment que le nombre de médecins, et en particulier médecins généralistes, va diminuer de façon très forte dans beaucoup donc dans toutes les régions de France. Je suis bien placé pour le savoir, venant d'une région qui s'appelle le Berry, où là, ça devient catastrophique. Donc, ce département a déjà perdu 15% de ses médecins généralistes. Et le burn-out est en train de se développer à la vitesse grand V et fait fuir justement l'installation donc des jeunes médecins. Ce qui nous a été présenté, c'est un regroupement, mais ça n'est pas une solution à la diminution du temps médical, dans lequel va se conjuguer la diminution du nombre de médecins exerçants, les nouvelles façons de vivre sa médecine. Aujourd'hui, c'est un métier, en général, ça n'est plus un sacerdoce, comme le disent les jeunes. Il y a une féminisation qui arrive. Tous ces facteurs vont entraîner une diminution drastique du temps médical. Et je ne vois pas en quoi, dans ce qui a été présenté, il y a une réponse. En particulier, vous n'avez pas du tout présenté la problématique de la définition de nouveaux métiers, dans le cadre de la médecine de soins primaires, et tout particulièrement la délimitation de la fonction d'infirmière de soins primaires.
Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu en quoi, donc, quelle est votre réflexion sur ces sujets. Parce que jusqu'à maintenant, on voit surtout les départements, les pays se battre pour attirer aux dépens des autres. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est la guerre entre les conseils généraux. Moi, je vous dis, je passe d'un département à l'autre, je le vois bien. C'est simplement, mais il n'y a pas de véritable définition et réflexion sur ce que sera l'exercice de la médecine et de la soins primaires dans les prochaines années. Ça fait 10-15 ans que je m'intéresse à ce sujet, d'abord en région centre et maintenant ici, et j'aimerais un petit peu qu'on en parle et que les choses avancent. Je trouve qu'elles n'avancent pas et que l'on va se heurter dans les tout prochaines années à un choc extraordinaire et que l'accès aux soins, qui est déjà problématique sur le plan financier, sera également sur... Voilà. On va essayer de répondre à cette question. Je pense que les Bien. intervenants sont intéressés. Donc vous avez évoqué deux choses. Tout d'abord, là où se créent des maisons de santé, on va prendre les exemples. Si on va sur l'est de la France, là où se sont créées des maisons de santé, je vais être un peu provocateur, on a créé des mini-déserts médicaux. C'est-à-dire qu'on a eu une mutualisation des professionnels au sein d'une même structure. Ça n'empêche pas que ces professionnels continuaient à aller au domicile des patients et tous les patients étaient servis. L'intérêt de ces structures, et le recul nous le prouve, c'est que ça a permis d'attirer de jeunes professionnels et notamment du travail à temps partiel. Si je prends l'exemple dans les Vosges, là je ne sais plus le nom de cette maison de santé, ils sont passés de 4 à 8 professionnels. Et du coup, ils travaillent à temps partiel et il y en a même qui ont retrouvé des activités au sein de l'hôpital en tant qu'urgentiste, etc. Donc l'intérêt d'une structure de ce type, c'est de fédérer des professionnels et de les attirer, et notamment attirer les jeunes par ces nouveaux modes d'exercice. Ok. Vous avez ensuite évoqué là du coup le transfert de compétences qu'il pourrait y avoir entre un médecin et une infirmière. Ça, on ne l'a pas évoqué. Alors, Xavier, tu as évoqué transfert de compétences, mais c'était plus transfert de tâches, c'est-à-dire en restant dans le champ de compétences de chacun. Là, on aborde le transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on sort du champ de compétences de l'infirmière. On pourrait imaginer, et ça c'est en réflexion, et la loi HPST nous le permet aujourd'hui, et d'ailleurs les infirmières azalées aujourd'hui peuvent travailler hors de leur champ de compétences dans le cadre de l'article 51 de la loi HPST, on pourrait imaginer des transferts entre une activité médicale vers l'infirmière. Concrètement, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple une VAD, une visite à domicile, faite par l'infirmière avec un protocole établi, et qui permettrait d'économiser des VAD pour le médecin. Le médecin se recentrant sur un cas urgent, mais la VAD mensuelle pourrait être faite par l'infirmière, par exemple. Il y a des sites qui sont très intéressés par ce processus. On peut imaginer plein d'autres choses en transfert de compétences. Et ça va décharger l'activité médicale, et le médecin va se recentrer sur son activité, je dirais, plus aiguë, sur les problèmes plus aigus. On sort du champ de compétences de l'infirmière et donc du coup on est obligé de passer par l'article 51. Et aujourd'hui l'article 51 n'a validé qu'un seul projet, qui est le projet des infirmières azalées, qui peuvent s'auto-prescrire des choses au travers d'une consultation. Et ça c'est du transfert de compétences. Je vais compléter un petit peu la réponse par rapport au début de la question qui était je ne comprends pas ou je ne vois pas ce que va permettre d'apporter comme solution en termes de démographie médicale ces maisons de santé. Je crois que j'avais répondu un petit peu tout à l'heure quand même en partie à cette question-là. Très simplement, les deux futurs associés qu'on va avoir avec nous dans les mois à venir n'auraient pas pris la décision de venir travailler avec nous si on n'avait pas eu ce projet de maison de santé. Je finis de répondre. Très clairement. Donc déjà, ça c'est du concret et c'est de l'immédiat. Deuxièmement, l'axe principal de notre projet de santé à nous, c'est l'introduction de l'université dans cette maison de santé, c'est-à-dire pouvoir accueillir de façon confortable et optimale nos étudiants internes dans les stages de niveau 1 et de niveau 2. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis maître de stage. De façon frappante et remarquable, ils ont tous eu, les 3 stagiaires que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, la même réflexion. C'est-à-dire que, sauf peut-être pour une qui était évidemment la fille d'un médecin, donc qui avait déjà une vision de ce que pouvait être la médecine générale, mais justement, son père travaillant seul, elle en a eu une différente.
Et ils ont tous eu la même réflexion, à savoir qu'ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait faire de la médecine générale, parce que même si notre maison de santé n'est pas déjà fonctionnelle, on a un fonctionnement quand même à 4 médecins et demi, on va dire actuellement, ils ne s'imaginaient pas qu'on pouvait travailler comme ça en médecine générale, en milieu rural et semi-rural. Donc, si en faisant passer nos internes dans ces maisons de santé, on arrive à leur donner cette image-là de la médecine générale, une médecine qui peut être à la fois optimale pour les patients, plutôt confortable, je persiste, pour les médecins, même s'il y a évidemment plein de choses à améliorer, je pense qu'en termes de vocation et donc de démographie médicale, il y a quand même beaucoup à apporter. Monsieur le doyen voulait... Je voudrais compléter ce que vous avez dit, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notre ami Pierre Ruby. Du point de vue de la conférence des doyens, la question s'est posée, est-ce qu'il faut augmenter le numerus clausus? Bon. Il faut se rendre compte qu'actuellement, dans les statistiques, vous les connaissez, hein, le taux d'installation libérale, c'est 11% global. C'est très faible. Pourquoi c'est 11%? C'est parce qu'on n'a pas été capable de montrer qu'une installation libérale, c'est parfaitement possible avec une maintien d'une qualité de vie et un travail intéressant. Et ça, c'était notre erreur, c'est parce qu'on est parti, effectivement, comme vous dites, c'est le médecin Corvéable Amerty, le sacerdoce, etc. On se rend compte actuellement, et je trouve qu'en Poitou-Charentes, on le voit, il y a visiblement un mouvement qui se fait dans l'autre sens. Moi, en tant que doyen, je dois vous dire que quand j'ai un numerus clausus à 197. À Tours, ils ont un numerus clausus à 230. Bon, on nous a encore augmenté le nombre de médecins généralistes et le nombre de médecins internes ces derniers temps. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Je m'aperçois que quand on est passé d'un numerus clausus à 70, 80 à 200, je suis obligé de dire que, franchement, les 50 derniers que je reçois, je ne suis pas certain qu'ils vont faire de bons médecins. Et là, j'ai un problème. Parce que je crois que la médecine, c'est un métier très difficile. Ça nécessite d'avoir une force psychique, il faut être capable de tenir le coup, il faut avoir envie de le faire, il faut y aller. Et si sur les 50, si j'en prends 230 et que j'en rajoute 30 qui de toute façon vont se débrouiller pour aller en EHPAD ou je ne sais pas où, parce qu'ils n'ont pas les moyens intellectuels, psychiques et autres de tenir le coup, ça ne vaut pas le coup. Et moi je trouve qu'à partir du moment où on n'en a que 11% qui s'installent, moi je crois que ce qui a été dit c'est exactement ça. On est parfaitement capable d'augmenter le taux d'installation libérale très significativement, à condition qu'on montre la voie et qu'on est capable de montrer des exemples de choses qui marchent. Je crois que c'est vraiment très, très, très important. Moi, je vais donner un exemple personnel. J'ai un fils qui m'a dit papa, je ne ferai jamais comme toi, tu bosses comme un malade. Bon, eh ben, il s'est installé, il se bosse beaucoup, sauf qu'il se réserve des périodes de travail. Et maintenant, il travaille dans un cabinet à plusieurs. Et il est très heureux, et ça fonctionne. Et je crois qu'il faut s'habituer à ça. Il faut habituer la population au fait que les gens se déplacent. Il faut imaginer, effectivement, et c'était un peu la question sur les aspects territoires, parce que vous l'avez très bien dit, il y a la maison et puis il y a le pôle, qui permettra par le pôle d'augmenter le territoire géographique, alors qu'on ne peut pas mettre des pôles partout. Mais je crois franchement qu'il faut travailler là-dessus. Regardez maintenant Tours, 230 numerus clausus. Vous savez le nombre de postes de médecine générale qui ne sont pas pris tous les ans? C'est jusqu'à présent 50% des postes, et cette année c'est 30%. Et pourtant il y a eu un travail de la conférence des doyens pour réduire le nombre, l'inadéquation, c'est-à-dire que vous avez 7500 étudiants qui se présentent, et d'habitude on en avait 600 à 800 qui redoublaient, donc qui n'occupaient pas les postes. Maintenant ce taux a été réduit je crois à 200, très faible. Et malgré ça, ce sont toujours les mêmes régions, c'est-à-dire la Picardie, c'est la région de Reims, c'est la Touraine, ou 30%. Alors, est-ce qu'il ne fait pas bon vivre en Touraine? Alors, la question, moi, que je pose, et je pense que c'est la question que vous posez, mais est-ce que l'organisation de la médecine générale, le département de médecine générale, la capacité de se mobiliser des jeunes et des jeunes médecins pour offrir quelque chose d'intéressant, ça marche? Et je pense que cette question-là, il faut se la poser. Et je sais qu'à Tours, et je pense que vous dire qu'à Tours, il commence à se la poser sérieusement, puisque nous, on a eu des internes de l'ISNAR qui ont répondu à la question et qui ont répondu en leur disant ce qu'ils pensaient. Donc ça veut dire que si on s'organise, on est capable de le faire. Et si nous, on fait 100%, alors vous allez dire, évidemment, il y a La Rochelle. Mais ils ne vont pas tous à La Rochelle, la preuve, ils vont sur. Quand vous les interrogez de près, vous demandez aux internes, vous leur demandez, mais finalement, vous allez à La Rochelle, oh ben non, finalement, je sais très bien, autour dans la Vienne, là, c'est pas mal. Je crois que ça dépend ce qu'on montre. Tout à fait. Ça dépend ce qu'on fait. On va avoir 11%, on peut augmenter largement, de façon très dynamique, l'installation libérale. Et moi, personnellement, je serais plutôt pour réduire mon numerus clausus, mais d'avoir des gens dynamiques qui veulent le faire, qui veulent bosser.
plutôt que de trimballer un certain nombre de gens qui, visiblement, c'est pas la voie, c'était pas leur voie. Si je passe à 250, ça va être catastrophique. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait d'autres questions. Ouais, Xavier Le Mercier et on va commencer par Xavier Mercier, puis ou comme vous voulez. Ça c'est toujours la démographie. Enfin, c'est un vaste sujet. On aurait pu faire une séance juste sur la désertification médicale. Pour reprendre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a prévu de faire un questionnaire pour comprendre pourquoi 100% des postes ont été pris à Poitiers cette année, et on en est très fiers. Il faut que ça soit rouge. Bonjour, Xavier Le Mercier. Donc, je suis l'heureux mi-temps actuel de la future maison de santé de Vouneuil-sur-Vienne. Alors, j'aurais plein de remarques, mais je vais me concentrer sur celle de la délégation, transfert, tâches, compétences. J'ai bien compris la différence et la nuance. Et rebondir sur la question de notre confrère. Le temps médical, je crois que c'est ça, en effet, la vraie question. C'est aussi le temps médical. Et je crois que même si on cumule des mi-temps ou des temps partiels, etc., l'enjeu est en effet d'attirer et d'augmenter le taux d'installation en médecine ambulatoire. Je crois que dans ces débats, il faut toujours qu'on différencie bien la médecine ambulatoire, qui est un mode d'exercice propre aux soins primaires et à la médecine générale, et la médecine libérale, qui est un mode de rémunération. Donc déjà, ça c'est important. Donc ce qu'on veut, c'est attirer des médecins généralistes faisant des soins primaires en médecine ambulatoire. Et pour gagner du temps médical avec ces médecins, il y a les notions de transfert, délégation de tâches et de compétences. Là, on parle de tâches et de compétences médicales, paramédicales, enfin du moins de soins et de prise en charge des patients. Moi, je rêve d'un monde où je vais pouvoir déléguer, transférer toutes mes tâches administratives. Qu'en est-il ? Mais, effectivement, ça ressort tout le temps. Qui va pouvoir remplir ces tâches-là? Qui va les payer? Parce que j'entends même des gens qui espèrent, au travers des NMR, pouvoir financer une secrétaire. Non. Les NMR ne sont pas faits pour financer du temps de secrétariat. Le temps de secrétariat, c'est vous qui vous le financez. Il n'est pas question que les NMR financent ça. Enfin, c'est ma position. Vous me direz, je ne suis pas médecin. Mais j'ai aussi du temps administratif, moi aussi. D'accord ? Donc, effectivement, dans une profession libérale, qu'on soit artisan, médecin, infirmier, on a tous ce temps administratif qui nous mange du temps. Trouver des solutions. Ben, effectivement, vous, en tant que médecin, avec toutes les démarches, les formulaires à remplir, etc., je dirais que c'est à vous de trouver ces solutions. Après, le financement, c'est autre chose. Mais c'est pas au travers, en tout cas, des NMR qu'on pourra financer ça. Après, sur le temps économisé par du transfert de tâches, là, oui, vous pouvez avoir du temps médical économisé. D'accord ? Et le transfert de compétences, donc là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là aussi, il y a du temps médical qu'on pourra économiser. Et sur des équipes organisées, bien entendu, et obligatoirement. Et là, il y a du grain à moudre. Il y a du grain à moudre. De toute façon, là, on en avait déjà discuté ensemble, mais la dynamique actuelle de la création de ces maisons de santé, elle va forcément, le besoin crée l'organe, et nécessiter la création de nouveaux métiers associés à ces structures-là. Alors quand elles restent à taille relativement humaine, peut-être qu'on peut réussir sur une SCM simple à gérer à une petite échelle ces tâches administratives, mais elles sont déjà lourdes. Quand on passe à une taille beaucoup plus importante, il faudra déléguer spécifiquement ces tâches administratives. Création d'un nouveau métier, oui, probablement. Comment le rémunérer, c'est une autre question. Juste une allusion, remarque qu'on avait fait ensemble et qui m'a quand même beaucoup frappé, c'est en effet la capacité pour un médecin anglais de subvenir à 2 salaires et demi mensuels de personnel contre 1,5 en moyenne pour un médecin français. Je crois que si on n'intervient pas à ce niveau-là, si on ne donne pas les moyens aux médecins de pouvoir régler ces problèmes-là, ça stagnera. Bon, c'est vrai que le médecin anglais, c'est un administrateur de santé, c'est un chef d'entreprise, c'est un GP, voilà. Et à ce titre-là, lui, pour le coup, il ne fait que ça, des tâches administratives.
Il y a des solutions hein, à cette délégation des tâches administratives qui sont caressées par des financeurs de santé. Je pense à la MSA qui tente de financer des secrétaires médicales. Je pense à la Mutualité française qui a un projet en ce moment sur Niort et qui souhaite débarrasser tout ou partie des médecins travaillant dans leur centre de santé des tâches administratives en leur fournissant un administrateur. Hein, voilà. Alors, la question de l'administrateur d'une maison de santé, oui, pourquoi pas. Maintenant, un administrateur par maison de santé, effectivement, il faut le financer. Voilà, c'est toujours la même histoire. Et puis de l'autre côté, travailler, et c'était quand même le chantier qui normalement avait été ouvert, travailler à la simplification des tâches administratives demandées aux médecins généralistes et d'une manière générale aux acteurs du premier recours. Mais je regarde mon confrère Lardeur, je me demande si on y arrivera. parce que voilà, plus vous appelez de l'argent public, plus vous avez des tâches administratives derrière. Ouais. Voilà. Je ne connais pas d'autres systèmes aujourd'hui, hélas. Merci. Il y avait d'autres questions, oui. Hop. On va juste prendre, on a commencé un petit peu en retard, donc on va prendre 10 minutes de plus hein, pour essayer de répondre à un maximum de questions. Il faut que ça soit rouge. Oui, je vais aborder le sujet qui fâche. Quand on regarde les cartes de démographie, on est frappé par effectivement l'hétérogénéité de ces cartes. Les maisons polydisciplinaires sont probablement une réponse nécessaire à une meilleure répartition. Mais est-ce qu'elle est suffisante? Et en un mot, est-ce qu'on échappera à terme à, disons, une certaine... ou est-ce qu'on passera de l'incitation à la coercition pour une meilleure répartition de la démographie médicale? Est-ce qu'à terme, on pourrait y échapper? Je vais répondre moi en tant qu'interne. Je pense qu'on va se laisser le temps déjà de lancer les maisons de santé et voir ce que ça donne au niveau des jeunes. Mais quand je vois mes collègues, mes co-internes qui sont prêts à s'installer à la campagne, j'ai peu de doutes là-dessus. Et... Voilà. Les gouvernements changent et le discours pour l'instant reste le même. On ne luttera pas contre les problèmes de démographie médicale, contre les médecins, mais avec eux. Donc pour l'instant, les feux de la coercition sont au rouge. Une question là, Bernard Fraîche, maître de conférence. Dites-moi, vous parlez donc en milieu des maisons de santé en milieu rural. Moi, j'ai simplement des questions. Qu'en est-il de l'aide éventuelle pour la création de maisons de santé en milieu urbain? Et deuxièmement, qu'en est-il éventuellement de la réflexion sur d'éventuelles aides facilitatrices pour des unités ambulo-universitaires en milieu urbain? Concernant les US, les zones urbaines sensibles, il a été mis en place par la Fédération française des maisons des pôles de santé et l'Union nationale des centres de santé un service pour accompagner les porteurs de projets en ZUS. Donc aujourd'hui, les ARS n'ont pas encore reçu la circulaire. Si, ça y est, très récemment alors. L'info, voilà. Bon, la circulaire devrait partir d'ici 7 jours et donc il permettra aux porteurs de projets en ZUS d'être accompagnés dans leurs projets. Donc ça, au niveau de l'ingénierie, c'est quand même intéressant et d'avoir des facilitateurs avec eux pour les accompagner dans leurs projets. Sur la région Poitou-Charentes, nous avons 2 projets, un que je connais sur Villeneuve et puis Stéphane, un sur Châtellerault. Okay. Oui, mais je vous propose peut-être de donner la parole à mon confrère Dr Lardeur, puisque c'est l'un des promoteurs de ce projet urbain et qui est clairement le fait de monter... Enfin, tu vas le dire mieux que moi quand même. Le projet de Châtellerault s'est monté sur un problème de démographie de praticiens et sur un problème de secteur de population défavorisée. Et ça s'est enchaîné sur un projet médical, une acceptation des collectivités territoriales, en l'occurrence la mairie de Châtellerault, et puis ça a été présenté donc en comité à l'ARS, et ça s'est fait tout naturellement, sans aucune difficulté, bien avant qu'on parle de maisons pluridisciplinaires urbaines. Et bien justement, on a tous des internes de niveau 1, niveau 2.
maisons de santé pluriprofessionnelles, elles ont certainement la caisse pour embrasser toute la partie formation universitaire que vous avez citée et que tu es en train d'évoquer, c'est évident. Alors on va peut-être parler de médecine 2.0 et de ce qui est sorti le 3 septembre, mais au-delà de ça, les maisons de santé, ce sont des zones où on trouve des professionnels capables d'accompagner et donc de séduire des jeunes professionnels en devenir. Que ce soit rural ou urbain, on sait que c'est un mode d'exercice qui permet de participer à la formation universitaire aussi des professionnels qui changeaient. Et alors, au-delà de la médecine générale, j'aimerais même voir ce système s'installer en direction de la médecine des autres spécialités. Une dernière question, oui. Bonjour, docteur Jocelyne Gomez. Je voulais parler à notre confrère par rapport à l'intérêt des maisons de santé et la désertification médicale. Mon cas particulier, donc associé pendant 27 ans avec mon mari, en cabinet chez nous, on descendait 3 marches, on était dans notre cabinet médical, donc avec des patients très sympas, enfin des conditions de travail idéales, sauf que mon mari étant pas toujours là avec ses activités, donc forcément il fallait assumer. Il a eu son projet de maison de santé, donc au bout de 10 ans, ça a abouti à la construction de la maison de santé de Ruel. On y est donc depuis 2 ans. Alors au tout début, j'étais quand même relativement réticente parce que par rapport au docteur Ruby, nous, on a dû quitter notre commune. Et c'était pas évident. Et quand vous dites que les politiques soutiennent les maisons de santé, oui, sauf quand c'est le maire de votre commune et qui voit que vous partez. Là, je dois dire que ça a été très difficile. Et c'est pas encore facile. Et je dirais maintenant, au bout de 2 ans... Pardon, excusez-moi, vous aviez demandé à rester sur votre commune au départ? Non, en fait, mon mari est l'initiateur de la maison de santé de Ruel. Oui, oui. Au tout début, il y a 12 ans maintenant, il en avait parlé au maire de notre commune, de faire une maison de santé. Le maire, à l'époque, nous a dit, c'est peut-être pas mal, mais je vois pas du tout l'intérêt, parce qu'on n'est pas dans une zone de désertification médicale. Ce qui était vrai. Voilà, moi, le début des débats, c'était celui-ci chez moi. Hein. Donc, il s'est dit, c'est dommage, mais moi, je sais qu'on va vers une désertification médicale, puisqu'il voyait bien comment ça se passait au niveau de l'enseignement. Donc, il a dit, moi, je vais discuter avec les médecins de mon secteur. Nous sommes un canton où il y a 4 communes. Il y a des médecins sur 3 communes. Donc, les médecins étaient tous intéressés par ce projet de maison de santé. Et puis après, il s'est dit, à ce moment-là, je vais en parler au maire des 4 communes, voir quel est celui qui peut faire la proposition la plus intéressante pour ça. Évidemment, il y a une commune qui a fait la proposition la plus intéressante. Il se trouve que, par chance, si on peut dire, c'était le chef-lieu de canton. Mais les autres communes, évidemment, ont été déçues de ne pas avoir été choisies. Mais comme on a dit, on ne peut pas faire 4 maisons de santé. Et du coup, les médecins, en dehors de nous qui étions sur une des communes qui n'était pas retenue, il y avait uniquement les médecins de la commune retenue, plus nous. Donc les autres ne sont pas venus puisque ça ne se passait pas sur leur commune. Donc difficulté, enfin pas mal de difficultés. Bon, mon mari n'est pas là pour vous expliquer, mais c'est vrai que construire une maison de santé dans une zone qui n'est pas encore désertifiée, c'est pas facile. Les aides ne sont pas toujours faciles. Enfin, c'est pas ça le but de mon intervention. Oui, mais juste une précision quand même. Il y a la solution pôle de santé. Alors, par rapport à votre problématique. Je finis mon intervention parce que c'était pour dire l'intérêt des maisons de santé. Donc, au bout de 2 ans, ça fait 2 ans maintenant, je vois le côté positif de la maison de santé. Au tout début, j'ai voulu, parce que moi, ça m'embêtait de quitter ma commune, donc j'ai voulu faire ce qu'on appelle un cabinet multisite, avec une permanence 1 fois par semaine chez nous. Au bout de 3 mois, j'ai dit non, stop, on arrête, parce que mon mari n'était pas trop pour ça. Moi, je voulais absolument qu'on fasse ça. Au bout de 3 mois, j'ai dit non, on arrête, parce que tout ce qu'on faisait chez nous, il fallait tout remettre dans la maison de santé, la secrétaire n'était pas là, enfin, c'est très compliqué. Et nos patients ont finalement compris petit à petit que c'était pour eux qu'on avait fait ça. C'était beaucoup plus simple de terminer chez nous, sauf qu'on n'aurait pas de successeur. Et dans la maison de santé, c'est plus compliqué, sauf qu'on sait qu'on aura des jeunes qui prendront le relais un jour. Parce que nous avons des internes, des externes, enfin plein de... Et on sait que ça les intéresse. Donc je pense qu'on aura des successeurs qu'on n'aura pas eu chez nous, donc je pense que c'est aussi anticiper une désertification médicale. Exactement. Juste une précision, j'aimerais qu'on entende le mot pluridisciplinaire dans la maison de santé et là dans votre propos, bon je sais que vous êtes sur un champ pluridisciplinaire, mais j'aimerais qu'on parle pas simplement des médecins dans un projet de santé. C'est vrai que nous sommes 23 professionnels de santé
C'est vrai que mes patients actuellement commencent à réaliser qu'effectivement c'est bien d'avoir déménagé parce qu'il se trouve que dans notre secteur, nous avons plein de médecins qui arrêtent, qui n'ont pas de successeurs parce qu'ils sont en cabinet isolé et que nos patients ont des amis, des voisins, de la famille qui cherchent désespérément un médecin traitant. Donc nous sommes 23 professionnels, nous sommes 7 médecins, nous avons un collaborateur et même comme ça on a du mal à assumer. Nous avons 6 infirmiers et infirmières, nous avons 2 kinés, une podologue, 2 orthophonistes, 2 sages-femmes, une psychologue, des diététiciennes, infirmières azalées, enfin bon. Et nous avons des réunions de temps en temps pour justement découvrir le champ de compétences des autres professionnels que nous ne connaissons pas toujours. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a peut-être le temps pour une dernière question, il me semble. Non, les jeunes, au fond. Oui, Xavier. Et après. Juste une remarque supplémentaire, et puis pour rebondir par rapport à ce que tu faisais le lien avec le point de vue des patients et des communes, je crois que tout ça, ça marchera si aussi les gens comprennent qu'ils n'ont pas le médecin à la porte d'à côté de chez eux 24 heures sur 24. Et ça, je crois que c'est encore compliqué, mais progressivement, ça progresse. Et les maires, qui représentent, enfin là, qui sont les élus, doivent aussi intégrer ça, et que finalement, on gagne en qualité, même si on fait quelques kilomètres de plus. Et je crois que ce qui pourrait nous aider aussi beaucoup pour développer cette qualité d'offre de soins, ce serait aussi le fonctionnement des hôpitaux, et en particulier des urgences, parce que on n'a pas le médecin tout de suite, mais est-ce qu'on a vraiment besoin du médecin tout de suite? Parfois oui, mais il y a un certain nombre de situations où non. Mais par contre, les urgences sont grandes ouvertes, avec parfois des politiques hospitalières qui font rentrer tout le monde dans les urgences parce qu'il y a une tarification à l'acte derrière. Donc en fait, on essaye de raisonner l'offre de soins pour qu'elle soit de qualité sur le territoire. Et puis à côté, il y a des injonctions contradictoires finalement et des messages contradictoires pour les patients. Tarification, l'activité et pas l'acte, effectivement. Ouais. Ceci dit, on est dans une région, on n'est pas en région parisienne, hein, et les responsables des urgences de nos établissements ne sont pas du tout dans cette logique. Voilà. Même si, évidemment, ils ont des difficultés à refuser du patient arrivant, hein, bien entendu. Mais on voit quand même des réorientations de patients, notamment aux heures d'astreinte. Juste une précision. Peut-être que les maisons médicales ne sont pas tout à fait la réponse optimale, ou en tout cas sans défaut. Ceci dit, aujourd'hui, on a une urgence, une extrême urgence dans l'urgence. C'est les territoires où les médecins, un à un, partent. Des territoires où effectivement on est plutôt dans des zones à exercice isolées, mais pas forcément, hein, des cabinets de 2 ou 3, voilà, c'est éminemment respectable, avec des médecins qui partent à la retraite parce que c'est le moment, et donc forcément une charge de travail qui très vite, hein, ça passe de 0 à 1, est reportée sur les collègues restants qui sont déjà pas loin de la retraite et qui se trouvent dans des impasses à organiser leur journée de travail, dans des impasses parce que même si on arrive à pouvoir dire non à certains patients, quand effectivement il faut reprendre la clientèle, la patientèle des collègues alentours, ça devient totalement ingérable. Et là, si il n'y a pas eu l'initiative d'une réflexion de maison de santé, de regroupement, et on sait que ça prend au minimum 2 ans dans le meilleur des cas, les collègues se trouvent dans des situations inextricables. Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre à cela. On a été interpellé par un des collègues du 17, pour autant, il est difficile d'aller y trouver un remplaçant, alors que ces médecins n'ont peut-être pas suffisamment, pour certains taux, su évoluer dans leur mode d'organisation et donc attirer des jeunes. C'est vrai que c'est aussi cette difficulté, attirer des jeunes d'abord dans le remplacement pour qu'ensuite ils soient séduits et travaillent sur le territoire. Et en même temps, moi je suis optimiste parce que grâce au contrat d'engagement de service public ou au contact que l'on a, on voit plein de jeunes médecins, y compris femmes, séduits par l'exercice rural, parce qu'ils ont compris qu'il était peut-être plus intéressant d'aller faire 5000 actes intéressants en campagne, y compris en Charente, plutôt que 3600 actes à La Rochelle, certes près du bord de mer, mais dans un exercice où on se sent peut-être un peu moins respecté. Moi, je pense que c'est mon avis d'interne. Après, peut-être, je ne sais pas si elle est partagée, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je préfère faire une demi-heure, 3/4 d'heure de route pour aller dans une maison de santé, avec des horaires, on va espérer maintenant un peu plus fixes, en tout cas, des horaires, comme on disait, entre 9h, 18h30, on s'arrange, il y en a un qui restera jusqu'à 20h30, et avoir une qualité de consultation, c'est-à-dire avec des patients polypathologiques intéressants,
je pense que tous ceux qui ont fait un stage en médecine rurale ont bien compris cette chose-là. Donc c'est vrai que voilà, même si on se regroupe, on peut se voir. C'est aussi un mode de fonctionnement comme nous, jeunes internes, on a connu à l'hôpital. Et c'est vrai que là-dessus, je partage votre avis. Ouais. Et concernant juste ce que tu disais, Xavier, concernant un peu le fait de l'éloignement, etc., c'est vrai que si on peut proposer de la médecine de qualité et que les gens doivent faire un petit peu plus de kilomètres, pourquoi pas. Les gens vont bien chez Auchan ou chez Carrefour et ils font 20 minutes, une demi-heure. Donc, voilà, là-dessus, la médecine, à un moment, il faudra aussi qu'ils fassent l'effort de faire quelques kilomètres pour venir nous voir. Si on a le temps pour une dernière question, on attend en fait le directeur de l'ARS qui est un petit peu en retard. Oui. Alors, qui est le grand coordinateur, en fait? Voilà. Parce qu'on parle de réunion de coordination. Alors, qui coordonne? On parlait de subordination tout à l'heure. Est-ce que c'est le médecin qui est le grand coordinateur? Est-ce que c'est... voilà. La coordination, elle est pluridisciplinaire. Ça, déjà. Ensuite, l'outil, entre guillemets... il existe aujourd'hui un nouveau métier qui est un métier de coordinateur d'appui. Hein, c'est au sein d'une équipe ou d'un territoire, vous aurez un coordinateur, vous pouvez avoir un coordinateur d'appui qui, lui, va mettre en lien les acteurs. Okay, donc, on est sur deux niveaux. Au niveau de la proximité, c'est l'équipe qui se coordonne. Okay, donc, là, c'est autour d'une table pluridisciplinaire et on discute des dossiers. Ensuite, sur une échelle géographique plus importante, qui serait celle, pour ce qui nous concerne, d'un pays, vous voyez, sur notre territoire, eh bien là, vous aurez une entité qui sera un dispositif type réseau de santé, qui peut donc proposer les services d'une coordinatrice d'appui qui va pouvoir vous aider dans la mise en place des actions et des prestations autour de la personne, notamment d'ordre médico-social et social. D'accord ? Et qui va aussi avoir des missions de formation. On entend l'avis de médecins installés ou d'infirmiers et autres. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis des internes? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Pas que moi. Et les externes aussi, c'est vrai. Je crois que j'en ai vu 2 ou 3 au moins. J'en ai reconnu quelques-uns, donc c'est vrai que c'est... Je suis interne en 4e semestre et je voulais juste dire que je partage tout à fait l'avis de Xavier et je pense que je ne suis pas la seule. Et je pense que les maisons de santé répondent aux problèmes j'espère, vont répondre aux problèmes de démographie médicale parce qu'effectivement, moi, je souhaite m'installer en milieu rural ou semi-rural dans une maison de santé et prendre un cabinet seul, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère, à la rigueur, m'orienter vers une carrière hospitalière plutôt que me retrouver seule en milieu rural. Donc je pense que les maisons de santé sont vraiment une des solutions. Merci. Une dernière question? Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci. Je profite juste pour remercier aussi la faculté de nous accueillir. Je voudrais remercier nos 3 intervenants, donc Stéphane Bouge, Pascal Chauvet et Mathieu Ruby, qui m'ont fait l'honneur d'être présents. Merci. On se retrouve...